Bonjour, je suis Bernard Lancelot, président de l'association Alpha International. Aujourd'hui, je vais vous parler de la force vitale et du corps énergie. La force vitale de notre corps provient de la combinaison de deux éléments. D'une part, l'air, d'autre part, les aliments. Et pour bien comprendre cette force vitale, il est important de bien saisir la notion de yin et de yang. L'élément air présente la qualité yang. L'élément aliment présente la qualité yin. Et cette notion de yin et de yang est souvent mal comprise par les Occidentaux. Le yin et le yang sont des qualités. Par exemple, et yang, tout ce qui est actif, chaud, lumineux. En revanche, et yin, tout ce qui est froid, sombre, passif. Prenons des exemples. Le jour est yang, la nuit est yin. Le ciel où brille le soleil est yang, alors que la terre froide et sombre par rapport à lui est yin. Et il est nécessaire de maintenir toujours un équilibre entre ces deux éléments. Un excès ou un déficit prolongé d'un des deux non seulement diminue la vitalité du corps, mais à terme engendre la maladie. Le yang est introduit dans le corps par la respiration et le yin par l'alimentation et la boisson. Les expériences de respiration profonde, donc, augmentent la qualité de yang et du même coup excitent l'appétit afin d'apporter au corps un supplément de yin pour équilibrer. En revanche, une nourriture trop riche chez quelqu'un qui ne prend pas assez d'exercice, surcharge le corps en yin sans qu'il n'y ait aucune possibilité là de compensation. Donc, retenez bien ceci, toute maladie est liée à un déséquilibre yin-yang. Et donc, on voit tout de suite qu'il va y avoir deux types de maladies. Celle où prédomine le yang et celle où prédomine le yin. Quand le yang prédomine, comme maladie, cela donne le rhume, l'hypertension, l'émotivité, l'insomnie. En revanche, si c'est le yin qui prédomine, on va avoir des névralgies, des asthénies ou des problèmes d'hypotension. Comment faire pour rétablir ensuite l'équilibre ? Quand le yin prédomine, c'est facile de compenser en pratiquant des respirations profondes avec rétention du souffle. Quand c'est le yang qui prédomine, on va pratiquer ce qu'on appelle des respirations négatives afin d'éliminer cet excès de yang. Alors, c'est quoi la respiration négative ? C'est très simple. Vous inspirez profondément, ensuite vous expirez profondément, et après la phase d'expiration profonde, vous bloquez le souffle quelques secondes. Et puis vous inspirez à nouveau. Lorsqu'on respire, cela provoque l'oxydation des glucides par l'oxygène de l'air. Et l'énergie ainsi produite participe à ce qu'on appelle la force vitale. Et elle sera la source ensuite des différentes forces présentes dans le corps humain, que ce soit l'énergie nerveuse, l'énergie musculaire ou l'énergie cellulaire. Cette force vitale circule dans le corps par tout un système de canaux. Et tous ces canaux, contrairement à ce que certaines personnes pensent, ne sont pas immatériels. La plupart correspondent aux nerfs et aux vaisseaux sanguins. Les Chinois ont décrit 12 méridiens principaux correspondant à la projection de ces canaux sur la surface cutanée. On a ainsi le méridien poumon, gros intestin, estomac, rate pancréas, cœur, intestin grêle, vessie, rein, maître du cœur, triple réchauffeur, vésicule biliaire, foie. Le long de ces lignes se trouvent certains points privilégiés, ce sont les points d'acupuncture. Certains de ces points vont avoir une action stimulante, d'autres inhibitrices. Et ça permet, d'un point de vue thérapeutique, une meilleure répartition de l'énergie. Grâce à ces points, l'acupuncteur va pouvoir agir à distance sur des organes, soit stimulés, soit calmés.
Donc cette force vitale crée une sorte de deuxième corps calqué sur le premier, et ce deuxième corps, on l'appelle corps énergie ou corps astral. Et ce double énergétique peut parfois se séparer partiellement du corps physique dans certaines circonstances et quitte entièrement le corps lors de la mort. Il y a maintenant un phénomène très intéressant dont je voudrais vous parler, c'est l'extériorisation du corps énergie, qu'on appelle aussi dédoublement. Le dédoublement avait été observé par le colonel de Rochas pour la première fois en 1892. Pour la petite histoire, le colonel de Rochas, c'était le directeur à l'époque de l'école polytechnique de Paris. Il y a un autre chercheur qui a fait lui aussi des expériences sur le dédoublement, c'est Horace Pelletier. Il a repris entièrement les protocoles d'expérience de Rochas et il est arrivé exactement aux mêmes conclusions. Voilà ce qu'il écrit dans son livre « Sciences occultes et physiologie psychique ». Le fluide que l'on appelle magnétisme humain ou force psychique ne reste pas à perpétuité dans notre corps. Il est sans cesse entravé et il se répand autour de nous et forme une sorte d'atmosphère qui nous enveloppe de tous côtés. Si notre fluide imprègne une substance comme par exemple de la cire à modeler, et si avec la pointe d'une épingle on fait sur la surface de cette cire une légère éraflure, immédiatement nous sentons dans notre chair la pointe de l'épingle, pourvu cependant que nous soyons suffisamment sensitifs. Mais ces personnes ainsi douées ne sont absolument pas rares et on en rencontre dans la proportion de 20 sur 100 individus. Pendant une de mes séances sur la force psychique, j'ai ordonné à un de mes sensitifs, Madame Mason, de tenir dans sa main bien fermée un bout de bougie, n'ayant pas chez moi de cire à modeler pour opérer. Madame Masson obéit à mon ordre. Elle a pris le bout de bougie dans sa main fermée et l'a gardé un bon quart d'heure, après quoi, toujours sur mon ordre, elle me l'a remis. Le bout de la bougie était imprégné de son fluide et Madame Mason était dans la plus complète ignorance de ce que je me proposais d'en faire. J'ai pris mon canif et je me suis mis à plonger l'extrémité du canif dans la bougie. Immédiatement, Madame Mason a ressenti une vive douleur, comme si, au lieu de plonger l'extrémité du canif dans la bougie, je l'avais plongé directement dans sa chair. C'est dans la main qui avait tenu la bougie qu'elle ressentait la douleur. Pendant que je plongeais la lame de mon canif, j'étais éloigné de la patiente d'environ 3 mètres. Étonnant comme expérience, n'est-ce pas? Tout ceci prouve en réalité que la force vitale, que certains appellent fluide ou force psychique, s'extériorise et peut se condenser dans certaines substances, comme par exemple l'eau, le velours ou la cire, ou même s'accumuler à distance du corps. Et ce phénomène explique quantité de choses. Ça explique les envoûtements, vous savez, avec la poupée de cire. Ça explique le phénomène de psychokinèse. Lorsqu'on a une action à distance sur un objet, eh bien c'est une partie de notre force vitale qui s'extériorise et qui va agir à distance sur cet objet. Ça explique aussi en spiritisme les ectoplasmes. Vous savez, cette substance qui se dégage du corps du médium et qui possède également sa sensibilité. Évidemment, une partie de l'ectoplasme est constituée par le corps énergie. Il y a donc un deuxième corps qu'on appelle soit le double, soit le corps énergie. Et là encore, je vais vous citer un auteur, il s'agit de Conan Doyle, qui dans son livre The Vital Message écrit ceci. Dans les conditions normales, ces deux corps sont étroitement confondus, de sorte que l'identité du plus fin reste dans l'obscurité totale. À la mort cependant, et dans certaines circonstances au cours de la vie, les deux éléments peuvent se séparer et être vus isolément. En fait, cet auteur fait référence à une expérience qu'on appelle le dédoublement, extériorisation du corps énergie. Et en fait, il y a
3 types de dédoublement. Le dédoublement sous hypnose, le dédoublement au cours du sommeil et le dédoublement volontaire. Il faut savoir que tout le monde, je dis bien tout le monde, dans certaines phases du sommeil, se dédouble chaque nuit. Notre corps énergie plane à quelques mètres au-dessus de la personne endormie, seulement bien sûr, comme elle dort, elle n'en a pas conscience. Mais néanmoins, il y a un détail, il y a un indice qui peut nous permettre de nous en apercevoir, c'est lorsqu'en pleine nuit, tout à coup, nous avons l'impression de rater une marche ou de tomber au fond d'un puits. Et à ce moment-là, notre corps se met à sursauter. Eh bien, ce sursaut ressenti au niveau du corps physique correspond en fait à l'instant précis où le double réintègre son enveloppe de chair. Ensuite, il y a le dédoublement sous hypnose. Par passe magnétique, il est possible, en transe hypnotique, d'extérioriser le double. Et généralement, le corps énergie se condense sous la forme d'un petit nuage à gauche de la personne, et au fur et à mesure que l'expérience se poursuit, le nuage grossit, le nuage s'étend, jusqu'à finalement imiter la forme complète du corps de chair. On a à ce moment-là en face de soi le fantôme parfait de la personne. Et à ce moment-là, si avec un objet pointu, par exemple un couteau ou une aiguille, on pique le corps physique, la personne ne ressent absolument aucune douleur. Si en revanche, on pique l'endroit de l'espace où la personne a son double, dès qu'on atteint le double, la personne sursaute dans sa chaise, comme si on l'avait atteinte dans sa propre chair. Alors, on peut même citer un 4e type de dédoublement, c'est le dédoublement lors de la mort. Lors de la mort, la force vitale quitte progressivement le corps physique, mais au départ, il y a un lien quand même qui unit ces deux corps. Ce lien, on l'appelle en occultisme la corde d'argent, et ça correspond en fait à un lien fluidique. Et la mort correspond en fait à l'instant précis où la corde d'argent est rompue. Dès lors, le double est complètement libéré, il n'y a aucune possibilité de retour, et le cœur cesse aussitôt de battre. Et ce double va s'attarder pendant quelques jours dans les endroits où la personne a vécu ces dernières heures. Le fait d'ailleurs que le double reste dans les lieux où la personne est morte permet d'expliquer la vision d'un fantôme dans la semaine qui suit le décès. En fait, ce n'est pas l'âme que la personne, que le témoin voit, c'est le double, c'est-à-dire le corps énergie. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour rectifier certaines théories erronées. Le corps énergie, ce n'est pas l'âme, c'est la force vitale. Rien de moins, mais rien de plus. Donc, il ne faut pas mettre ce double à toutes les sauces. Lorsque, par exemple, quelqu'un projette sa conscience, c'est une expérience qu'il est possible de faire, à des centaines de kilomètres, évidemment, le double n'y est strictement pour rien, puisque la corde d'argent ne fait que 7 mètres de long. Et donc, on voit que si on projette sa conscience à plus de 7 mètres, on peut être certain que ce n'est pas le double qui a voyagé. Alors, la confusion vient du fait que parfois, en fait, ces deux phénomènes sont concomitants. Effectivement, dans certains cas, on peut se dédoubler et projeter sa conscience à l'intérieur de son double. Notre conscience va prendre le double, le corps énergie, comme étant son nouveau véhicule. Mais à ce moment-là, bien entendu, on ne peut pas aller très loin, et je le répète, on ne peut pas se déplacer à plus de 7 mètres de notre corps charnel. Le double, si vous voulez, c'est une sorte de sonde, un peu comme dans l'espace les cosmonautes, qui sont reliés grâce à une sorte de cordon ombilical à la cabine spatiale. Ce phénomène de dédoublement est néanmoins très intéressant parce que lorsqu'on est arrivé à projeter sa conscience à l'intérieur du double, cela prouve d'une manière incontestable que notre conscience, notre « je suis », peut exister indépendamment de notre corps de chair.